Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous vous disposez à passer cette heure d'analyse politique avec nous sur cette chaîne. Cette semaine, les États-Unis d'Amérique ont marqué un grand coup de communication publique. Franchement, je leur lève mon chapeau, je leur montre tout mon respect en matière de communication politique. Les États-Unis ont annoncé cette semaine que désormais, tous ceux qui veulent entrer sur son territoire en tant que demandeurs d'asile, tous ceux qui veulent entrer sur le territoire américain sur une base humanitaire, et c'est une annonce qui vise 4 pays, Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et Haïti, ils pourront le faire à partir de leur pays à eux. Et les États-Unis promettent de laisser entrer sur leur territoire sans visa jusqu'à 30 000 demandeurs par mois. Waouh! Waouh! Il n'a suffi que de cette annonce pour qu'une marée humaine, en Haïti j'entends, prenne d'assaut les locaux du service d'immigration et d'émigration d'Haïti en quête d'un passeport afin d'aller tenter leur chance d'entrer sur le territoire américain sur la base de cette annonce de Biden. 30 000 demandeurs humanitaires par mois. Mais moi, j'étais surpris de voir à quel point tous les Haïtiens qui n'ont pas encore voyagé, tous ceux qui n'ont pas de visa, ils n'ont qu'un rêve. Laisser Haïti pour se rendre n'importe où. Et s'agissant des États-Unis, c'est comme la terre promise pour eux. Plus de mobilisation pour renverser Ariel, plus de désir pour changer les choses, ils n'ont qu'un rêve, laisser Haïti. Et franchement, en ceci, les États-Unis ont marqué un grand coup.
Vous savez qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Et en politique étrangère, il n'y a sûrement pas de hasard. Et en communication politique, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a que ce qu'on appelle un ordonnancement du message. On ordonnance les événements de telle manière que le message obtienne un effet optimal. Et en vérité, ceux qui ont conçu, les architectes de cette politique publique américaine en matière d'immigration, je veux les honorer, je veux leur rendre hommage. C'est un grand coup. Par une simple annonce, ils ont réussi, du moins pour l'instant, à démobiliser les Haïtiens dans leur désir, dans leur volonté de renverser Ariel. Ils ne peuvent pas raisonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Ils ne peuvent pas raisonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ne peuvent pas raisonner. Pourquoi? Parce que Haïti est devenue une terre hostile pour ses propres fils, pour ses propres filles. S'ils pouvaient raisonner, ils se diraient la chose suivante. Quand vous avez, exemple, 10 000 ressortissants cubains, des ressortissants qui comptent parmi les gens les plus scolarisés. Cuba, c'est l'un des pays les plus scolarisés du monde. Cuba détient l'une des écoles de médecine les plus respectées, les plus prestigieuses au monde. Essayons de nous imaginer 10 000 ressortissants cubains qui sollicitent le même droit d'entrée sur le territoire américain sur une base humanitaire. Vous avez de notre côté un autre 10 000 ressortissants nicaraguayens, exemple, qui sollicitent le même droit d'entrer sur le territoire américain sur une base humanitaire. Vous avez un autre 10 000 Vénézuéliens qui sollicitent le même droit d'entrer sur le territoire américain sur une base humanitaire. Et vous avez, à en juger par les vidéos, 100 000 Haïtiens qui sollicitent sur la base du même programme le droit d'entrer sur le territoire américain sur une base humanitaire. Selon vous, l'agent traitant qui analyse cela et qui dispose, au terme même de la loi, d'un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire il prendra en son âme et conscience la décision de qualifier ou non le Cubain aux dépens de l'Haïtien, le Vénézuélien aux dépens de l'Haïtien. Exemple, vous pensez vraiment que cet agent d'immigration qui se retrouve avec des dossiers cubains, des dossiers vénézuéliens, des dossiers, n'est-ce pas, nicaraguayens et enfin des dossiers haïtiens, vous vous imaginez vraiment que cet agent va prioriser les dossiers haïtiens? Mais malheureusement, nos compatriotes haïtiens ont à ce point faim. Nos compatriotes haïtiens désirent à ce point laisser ce pays qui est devenu une terre hostile pour eux, qu'ils n'ont pas le loisir de se livrer à cette logique que je vous propose. Ils disent, je vais tenter ma chance. Au fait, je ne leur fais aucun reproche. Je ne saurais leur reprocher de tenter de laisser Haïti, moi qui m'installe à l'étranger depuis plus de 30 ans maintenant. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que les États-Unis cherchent à faire en matière de démobilisation populaire? Qu'est-ce que les États-Unis cherchent à faire en matière de manipulation des esprits? Qu'est-ce que les États-Unis cherchent à faire par leur politique d'immigration en matière de néocolonisation? Et donc, si vous me suivez bien, vous voyez clairement les 4 points de l'émission de ce matin. Néocolonisation, immigration, manipulation des esprits et démobilisation populaire. Nous sommes clairement dans un contexte de néocolonisation. Les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France décident, n'est-ce pas, arbitrairement de contrôler notre pays. À défaut d'annexer Haïti comme ils ont toujours souhaité de le faire, les États-Unis disent, écoutez, nous devons diriger ce pays-là par personne interposée. C'est ce qu'on appelle la néocolonisation. Et pour y arriver, ils vont déstructurer cette population haïtienne,
Ils le font depuis 1915. Pour y arriver, ils vont manipuler les esprits, promettre aux Haïtiens, n'est-ce pas, la terre promise. Et pour y arriver, ils vont tout simplement démobiliser la population haïtienne. À quelle fin? Afin que cette population oublie que ce qui compte au fait, c'est de reprendre son destin politique. Et pour reprendre son destin politique, il lui faut coûte que coûte renverser Ariel. Et vous notez que nous sommes au mois de janvier. Il n'y a pas de hasard. Le mois de janvier survient précisément après le mois de décembre. La population haïtienne est démobilisée depuis le mois de novembre. On a annoncé, n'est-ce pas, le mondial, et les Haïtiens étant de grands passionnés pour le soccer, pendant le mois de décembre, eh bien on s'est dit, on va prendre une pause en matière de manifestation contre Ariel. Le mondial sitôt terminé, les États-Unis ont annoncé ce coup fumant qui consiste à permettre à 30 000 ressortissants d'entrer sur leur territoire sur une base humanitaire sans qu'ils n'aient besoin de visa. Après le mondial qui a été une pause en matière de démobilisation, en matière de mobilisation populaire, les États-Unis vont de leur coup fumant. Ils démobilisent tout simplement la population haïtienne en promettant aux 10-12 millions d'Haïtiens de leur permettre d'entrer sur le territoire américain sans qu'ils n'aient besoin de visa. Et vous savez, le travail d'un analyste, c'est précisément de recoller les morceaux. Le travail d'un analyste, c'est de rassembler des éléments qui ne semblent avoir aucun lien entre eux. Et lorsque je vous aurai mis ces éléments-là dans le grand ensemble qui est la néocolonisation, vous verrez que même une annonce comme celle-là, qui concerne l'immigration américaine, n'est pas le fruit du hasard, c'est plutôt un ordonnancement. En matière de politique, il n'y a pas de hasard. En matière de politique étrangère, il n'y a pas de hasard. Et en matière de communication politique, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a que des ordonnancements. On ordonnance les événements de manière à aller chercher un effet optimal sur une population qu'on veut manipuler. Tout un programme qu'on va vous exposer ce matin. Nous avons besoin de toute notre attention. Pour ce faire, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. À tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Avant la pause, on s'était promis de développer ces 4 points: néocolonisation, immigration, manipulation et démobilisation. Il faut d'abord définir la néocolonisation. La néocolonisation, c'est le fait par un pays puissant de contrôler le destin d'un pays faible ou le destin d'un pays affaibli par des personnes interposées. En ce qui a trait à Haïti, ce pays-là n'a contrôlé son destin pendant très peu de temps dans ses bientôt 230 ans d'histoire.
S'il est vrai que nos ancêtres se sont battus pour conquérir leur indépendance, mais rapidement après notre indépendance, les pays comme des États-Unis, des pays comme la France et depuis, n'est-ce pas, une décennie maintenant ou plusieurs décennies maintenant le Canada, ils ont mis en place tout un système pour que le destin de ce pays-là échappe à sa population. Les États-Unis d'Amérique, en particulier, ils sont allés par la manœuvre de manipulation des élections, la manœuvre, n'est-ce pas, de gouvernements croupions, c'est-à-dire ils placent à la tête du pays des gouvernements qui n'ont aucune légitimité, des gouvernements qui n'ont aucun plan national. Ils le font de telle sorte qu'ils puissent contrôler les ressources du pays. Et lorsque la population haïtienne résiste à leur plan macabre, eh bien, ils déstructurent tout simplement la culture de ce pays, ils déstructurent tout simplement la population en l'obligeant, c'était le cas en 1916, en obligeant la population haïtienne, en obligeant les paysans à aller tout simplement travailler, couper des cannes en République dominicaine, à Cuba ou ailleurs. Ne l'oublions pas. L'émigration haïtienne est une émigration forcée. L'émigration haïtienne est une manœuvre mise en place, conçue par les États-Unis, de manière à faire en sorte que la population haïtienne puisse servir de main-d'œuvre vile à tous les pays de la région, sauf à son propre territoire. Et donc, la néocolonisation, dis-je, c'est un système qui remplace la colonisation. On se donne bonne conscience en se disant que la colonisation a disparu depuis les années 50 en ce qui a trait, n'est-ce pas, aux pays d'Afrique. On ne peut plus évoquer la colonisation. Au contraire, les pays tuteurs se donnent bonne conscience. Ils refont leur image en disant, écoutez, nos armées ne sont plus en Afrique, nos armées ne sont plus en Haïti, ce sont des Africains qui dirigent l'Afrique, et s'il y a un problème, il ne faut pas nous pointer du doigt, nous, il faut plutôt condamner les Africains qui n'arrivent pas à gérer leur propre territoire. Quand vous tirez une telle conclusion, cela montre tout simplement soit de la naïveté ou une ignorance de ce qu'on appelle la néocolonisation. La vérité, c'est que les anciens pays tuteurs n'ont jamais laissé aux pays anciennement colonisés la liberté de choisir leurs dirigeants. Ils ne laissent jamais à ces pays-là le droit de gérer leur propre destin. Et si un politicien ose lever la tête, si un politicien ose revendiquer la question de l'autodétermination des peuples, il est tout simplement assassiné, il est tout simplement supprimé. Et s'il est chanceux, on le renverse, on l'envoie en exil. Et donc, c'est dans cette situation-là qu'Haïti se retrouve en ce qui a trait à la France. C'est dans cette situation-là qu'Haïti se retrouve en ce qui a trait aux États-Unis. C'est dans cette situation-là qu'Haïti se retrouve en ce qui a trait, depuis 3 décennies maintenant, au Canada. Il ne faut pas que les Haïtiens contrôlent leur destin. Il ne faut pas que les Haïtiens puissent choisir leurs dirigeants. Il ne faut pas que les Haïtiens, n'est-ce pas, contrôlent leur territoire et encore moins leurs ressources. Pour y arriver, il n'y a pas mieux que la question de l'émigration. Sauf que personne n'aime laisser son pays. Surtout quand on vient d'un pays comme Haïti. Un pays où il fait chaud, un pays, n'est-ce pas, entouré de plages, un pays historiquement de verdure. C'est vrai qu'on a commencé à couper des arbres, n'est-ce pas, depuis un certain nombre d'années, mais en tout cas, jusqu'à mon départ d'Haïti, il y avait des zones en Haïti qui étaient des zones très vertes. Mais comment pousser une population à laisser son territoire quand cette population vit sur le plus beau territoire du monde? Eh bien, on provoque l'insécurité politique. Quand on connaît bien l'histoire d'Haïti, on réalise que même ce qu'on appelait des révolutions, on réalise que même ce qu'on appelait, n'est-ce pas, les soulèvements populaires,
étaient au fait des soulèvements manipulés par l'Allemagne, manipulés par la France, manipulés par les États-Unis d'Amérique. Ces mêmes pays armaient le gouvernement, informaient le gouvernement de l'arrivée, n'est-ce pas, de tels groupes révolutionnaires, mais en même temps, ce sont ces mêmes pays qui ont armé les révolutionnaires, question de créer une instabilité. Et quand il y a instabilité politique, vous voyez déjà les conséquences. Les gens de bien qui peuvent laisser le pays vont laisser le pays. Personne n'aime vivre sur un territoire, n'est-ce pas, instable. Personne n'aime vivre, n'est-ce pas, sur un territoire où on ne peut pas élever ses enfants, où on ne peut pas élever sa famille. Et c'est ainsi, je l'ai dit, dès 1915, dès 1916, les États-Unis vont tout mettre en œuvre pour pousser la paysannerie à laisser, n'est-ce pas, la campagne, pour pousser la paysannerie à se rendre en ville. Et puisqu'elle ne peut pas vivre en ville, parce qu'elle est habituée à sarcler, parce qu'elle est habituée, n'est-ce pas, à cultiver la terre, eh bien, elle prend le chemin de l'émigration. C'est ainsi donc que l'émigration haïtienne va commencer en 1916. Avant 1916, les Haïtiens voyageaient pour étudier et rentraient chez eux. Avant 1916, les Haïtiens partaient, n'est-ce pas, comme touristes et rentraient chez eux. Avant 1916, les gens d'affaires, n'est-ce pas, partaient à l'étranger pour acheter de la marchandise et revenaient chez eux. Mais depuis 1916, l'émigration a commencé sur un rythme forcé, à aller couper de la canne en République dominicaine, à aller couper de la canne à Cuba. Et lorsqu'il y a eu la crise du sucre, n'est-ce pas, vers 1928-1929, on forçait les Haïtiens à se rendre dans tous les pays de la Caraïbe, car il faut que les Haïtiens travaillent pour les autres et jamais pour leur propre pays. Ça, c'est une forme de néocolonisation. Dans le cas haïtien, la néocolonisation ne revêt pas seulement la forme de l'émigration forcée pour la paysannerie. Dans le cas haïtien, dis-je, la néocolonisation revêt la forme de l'hémorragie des cerveaux. Imaginez un petit pays qui a besoin de toutes ses ressources humaines pour faire le développement donc de ce pays. Et voilà que, après la décolonisation, n'est-ce pas, de l'Afrique, eh bien, les Nations Unies ont fait appel aux Haïtiens pour qu'ils aillent aider à développer le système éducatif en Afrique. Pour quelle raison? Parce que les Belges, parce que les Français, qui étaient forcés de laisser, n'est-ce pas, le continent africain, ne voulaient plus rester justement pour mettre sur pied un système d'éducation, pour former des maîtres, pour former des cadres. Où est-ce qu'on est venu chercher les cadres pour aller développer le système d'éducation en Haïti, enfin en Afrique, en Haïti? Et vous voyez bien les conséquences. Un pays ne se développe que par des cerveaux, un pays ne se développe que par des ressources humaines. Lorsque vous demandez aux cadres haïtiens, lorsque vous demandez aux professionnels haïtiens de laisser pour aller aider leurs frères en Afrique, je ne dis pas que l'Afrique n'en avait pas besoin, mais je dis charité bien ordonnée commence par soi-même. Et comme pour forcer les cadres haïtiens à laisser Haïti, les États-Unis soutenaient à bout de bras un certain dictateur du nom de François Duvalier. Et donc, les professionnels haïtiens, les cadres haïtiens, les professeurs haïtiens, les intellectuels, les médecins, les avocats, mettez-en les ingénieurs, ils avaient deux choix. Soit de se retrouver dans les geôles de Duvalier, soit d'être tout simplement fusillé par les tontons macoutes de François Duvalier, soit de quitter Haïti à destination de l'Afrique. Mettez-vous dans la peau de ce cadre, mettez-vous dans la peau de ce professionnel qui risque d'être emprisonné par Duvalier parce qu'il est perçu comme un opposant, qui risque d'être fusillé par les tontons macoutes qui tuaient arbitrairement tous ceux qui avaient la capacité de penser pays et qui voulaient s'impliquer dans la politique de leur pays, ou à qui on offrait le choix, soit que vous alliez en prison, soit que vous êtes assassiné par les sbires de Duvalier, ou alors que vous allez en Afrique. Alors, ils sont allés en Afrique.
Et on nous dit que en quelques jours seulement, 2 grands avions cargo de l'ONU, n'est-ce pas, ont débarqué en Haïti et sont repartis vers l'Afrique avec des cadres, avec des hommes et des femmes formés, avec des familles entières qui fuyaient Haïti, qui fuyaient la dictature, n'est-ce pas, de François Duvalier pour se rendre en Afrique dans un premier temps et dans un deuxième temps vers les États-Unis ou au Canada dans les années 60, où ils vont contribuer énormément à faire ce qu'on appelle l'accélération du développement du Québec, qu'on appelle improprement, quant à moi, la Révolution tranquille. François Duvalier étant mort, on a eu dans un premier temps droit à une espèce, si vous voulez, de redout dans le système duvalieriste, avec un Jean-Claude Duvalier qui n'utilisait pas les mêmes méthodes que son père, un Jean-Claude Duvalier qui semblait faire montre d'ouverture. Mais là, les États-Unis d'Amérique vont utiliser dans leur système néocolonial, n'est-ce pas, tout simplement des pressions économiques. Ils vont demander au gouvernement haïtien de, si vous voulez, d'annihiler le cheptel porcin. Le cochon, le porc, qui représentait la pierre angulaire de l'économie paysanne, eh bien, les États-Unis d'Amérique ont demandé au gouvernement haïtien, dans les années 77, dans les années 78, d'exterminer ce cheptel porcin. Vous avez, d'une part, une dictature qui ne contribue pas au développement du pays, et d'autre part, le paysan qui désormais est livré à lui-même car il ne peut plus compter sur son cochon pour élever sa famille, il ne peut plus compter sur son porc, n'est-ce pas, pour envoyer ses enfants à l'école. De guerre lasse, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend le premier petit bateau de fortune pour se rendre, n'est-ce pas, aux Bahamas, pour se rendre, n'est-ce pas, à Turks and Caicos et pour se rendre sur les rives de la Floride, d'où le phénomène très répandu de boat people. Vous pensez que tout ça, c'était le fruit du hasard? Non. Si vous étudiez l'histoire du phénomène de boat people en ce qui a trait à Haïti, ce phénomène-là se situe précisément après l'extermination du cheptel porcin de la paysannerie haïtienne. Et donc, vous notez que cette néocolonisation, elle revêt plusieurs formes et à chaque fois, n'est-ce pas, les architectes de la néocolonisation américaine en ce qui a trait à Haïti vont y aller avec un nouveau coup pour déstabiliser Haïti, pour faire en sorte que cette population ne connaisse jamais la stabilité politique qu'il faut de manière à reprendre son destin en main. La néocolonisation revêt aussi la forme d'élections bidons. Ça, c'est l'histoire d'Haïti, l'histoire politique d'Haïti. Seulement exemple, après le départ de Jean-Claude Duvalier en 86, 2 ans plus tard, la population haïtienne a voté massivement une constitution qui établit les règles de la jeune démocratie de ce premier État noir. Et quelques mois plus tard, soit en novembre 88, novembre 89, la population haïtienne s'est déplacée en masse pour aller poser ce geste souverain qui consiste à jeter son bulletin de vote en faveur de son propre candidat. Tous les sondages montraient que ça allait être un homme de gauche, à la personne de Gérard Gou qui allait être élu. Tandis que la population était là, attendant son tour pour aller voter paisiblement. Eh bien, des assassins sont arrivés, des hommes encagoulés sont arrivés, ils ont tiré sur le tas, ils ont tiré dans le tas, comme on dit, et en un rien de temps, les gens ont été massacrés. Quel était leur crime? Voter pour un homme de gauche. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis procèdent ainsi. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce qui est arrivé plusieurs années auparavant au Chili de Salvador Allende,
qui fut un homme de gauche, qui a été élu par sa population. Et puisque les États-Unis ne voulaient rien savoir d'une politique de gauche, n'est-ce pas, au Chili, ils ont tout simplement demandé à Pinochet de renverser ce président, assassinant ainsi des centaines, sinon des milliers de partisans de Pinochet. Les Haïtiens y ont goûté aussi. Donc, la néocolonisation peut revêtir la forme d'une violence politique quand cette population décide de voter dans le sens que les États-Unis ne désirent point. Eh bien, qu'est-ce que les États-Unis font? Ils autorisent, ils commandent tout simplement un massacre d'une population, question de terroriser les gens pour qu'ils n'aillent plus voter. Donc, lorsqu'on parle de coups de terreur, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de bandits qui se promènent avec des armes pour assassiner, pour effrayer une population, on y a déjà goûté. Les Haïtiens y ont goûté en novembre 88, n'est-ce pas? Tout le monde se souvient de ce massacre de la ruelle Vaillant, lorsque des militaires, lorsque des civils, n'est-ce pas, lourdement armés, ont tiré sur le tas sur la population haïtienne. Le pays était dirigé par une junte militaire, mais ces gens-là n'ont pas été sanctionnés. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont fait leur coup en accord avec les États-Unis d'Amérique. C'est ça aussi la néocolonisation. La néocolonisation signifie l'usage de la violence lorsque cette population veut reprendre son destin politique en main. Et là, les États-Unis ont fait le calcul suivant, puisqu'on a terrorisé la population en novembre 88, novembre 89 de mémoire, eh bien, lorsqu'on va annoncer de nouvelles élections démocratiques, eh bien, cette population-là, n'est-ce pas, n'ira plus voter. Et donc, on va avoir, si vous voulez, cette brève parenthèse de Leslie Maniga. Leslie Maniga qui a été renversé lui aussi, parce que c'est un homme de centre-gauche. Il fut renversé dans la plus grande indifférence. Et là, quelques mois plus tard, on annonce de nouvelles élections en 90. Oh là là! Les États-Unis ont tout fait, ils ont manipulé les élections, ils ont manipulé les esprits, ils ont financé la campagne de Marc Bazin parce que c'était lui leur candidat. Un homme qui allait travailler de concert avec eux, les Américains, pour garder ce pays, si vous voulez, dans un paradigme néocolonialiste. Ce que les Américains n'avaient pas prévu, c'était l'entrée en scène d'un prêtre de gauche, lui aussi. D'un prêtre, n'est-ce pas, très influencé par la théologie de la libération, d'un prêtre qui est devenu un véritable leader, mais un leader incontestable en ce temps-là, dans le sens que quand cet homme parlait, c'est toute la nation haïtienne qui écoutait. Les États-Unis n'avaient pas prévu cela. Ils ont déposé $1 million sur le compte de la personne qui était responsable de la promulgation des résultats pour la corrompre afin qu'elle ne promulgue pas les vrais résultats, les bons résultats. Donc la manipulation des esprits ne commence pas aujourd'hui, les amis. Voyant qu'ils n'ont pas réussi à éviter l'élection de Jean-Bertrand Aristide, ils vont une fois de plus utiliser la violence d'un coup d'État. Jean-Bertrand Aristide ayant été renversé, n'est-ce pas, avec la complicité des Américains, ses partisans qui ont pris la rue ont été tout simplement massacrés par, n'est-ce pas, les militaires soutenus par, là encore, les Américains. Tout cela dans le même but, celui d'empêcher la population haïtienne d'avoir le contrôle de son destin politique. Donc, c'est très simpliste de dire, écoutez, les Haïtiens n'arrivent pas à s'entendre. C'est très simpliste de dire, écoutez, pourquoi Haïti se trouve dans un tel état de pauvreté? C'est très simpliste de dire, écoutez, pourquoi Haïti se trouve dans un tel état d'instabilité? Quand vous comprenez l'histoire d'Haïti, vous réalisez que notre indépendance qu'on a conquise, n'est-ce pas, à la sueur de notre front, qu'on a conquise, n'est-ce pas, par notre sang, n'a pas duré longtemps, puisque les États-Unis ont tout fait pour nous néocolonisés, et à bien des égards, ils réussissent.
La seule fois que la population haïtienne soit sortie pour se donner un président, il a subi pas moins de 3 coups d'État. Un coup d'État avant même son installation par Roger Lafontaine, un deuxième coup d'État par les hommes de Raoul Cedras et un troisième coup d'État par les 3 pays néocolonialistes qui s'occupent d'Haïti, la France, le Canada et les États-Unis. Donc c'est ça, les amis, la néocolonisation. Empêcher une population de contrôler son destin, empêcher une population d'avoir le contrôle, n'est-ce pas, de ses politiques, soit en utilisant des pressions économiques, comme on a vu par l'extermination du cheptel porcin, par la libéralisation des frontières imposée par Clinton sur Jean-Bertrand Aristide. La néocolonisation revêt aussi, n'est-ce pas, la forme de la violence. On massacre des votants, on massacre des électeurs, on renverse des gouvernements, on assassine tout simplement des chefs d'État lorsque ces derniers refusent de se soumettre au dictat américain. C'est ça, la néocolonisation. Sauf qu'on ne peut pas toujours y aller avec la violence. À un moment donné, il faut utiliser d'autres méthodes. Dans le cas d'Haïti, on continue d'utiliser la violence, l'assassinat de Jovenel Moïse, n'est-ce pas, l'invasion du pays par plus de 600 000 armes de guerre, dont la plupart proviennent des États-Unis, au dire même de Madame Lalime. Non content d'utiliser la violence pour terroriser la population haïtienne, les États-Unis manipulent aussi la population haïtienne par leur politique d'immigration. Donc les amis, il n'y a pas de hasard. Cette politique d'immigration américaine survient au moment même où Moïse Jean-Charles annonce qu'il y aurait une remobilisation pour le renversement d'Ariel Henry. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt.
La néocolonisation, c'est aussi le fait par les États-Unis d'imposer un Michel Martelly, qui n'avait aucune chance de se faire élire. Parce qu'il menait une vie dissolue, parce que c'était un débauché. Les États-Unis n'ont pas hésité une seconde à l'imposer à la population haïtienne, quitte à menacer le président René Préval, qui s'est bien prêté au jeu, quitte à menacer le président du Conseil électoral provisoire, qui s'est bien prêté au jeu, quitte à menacer, n'est-ce pas, tout le monde de coupure de visa, d'autres formes de pression. Ils voulaient leur Michel Martelly. Dans quel but? Parce que Michel Martelly leur avait promis de leur livrer les ressources du sous-sol haïtien. Michel Martelly, une fois nommé par les États-Unis pour 5 ans, on a vu, n'est-ce pas, la compagnie VCS Mining, appartenant alors aux frères de Bill Clinton, enfin aux frères de Hillary Clinton, s'emparer ni plus ni moins, n'est-ce pas, de certaines zones pour explorer nos ressources minières. C'est ça, la néocolonisation. La néocolonisation, c'est imposer un chef impopulaire, c'est imposer un chef illégitime. Comme ça, on est assuré d'avoir tout le temps une stabilité politique, mais ce chef promet en retour de livrer toutes les ressources du pays aux néocolonisateurs. Dans le cas d'Haïti, le Canada, les États-Unis et la France ne se gênent plus, ayant renversé Jean-Bertrand Aristide parce que ce dernier a osé évoquer la question de la rançon de l'indépendance que la France nous a imposée. On parle de l'équivalent de 27 milliards d'euros, n'est-ce pas, en dollars d'aujourd'hui. Ils l'ont renversé et ils ont dit désormais, Haïti ne sera plus dirigé par sa population. Haïti n'aura plus l'opportunité de se donner des dirigeants. C'est nous qui allons leur donner aux Haïtiens les dirigeants qui nous conviennent. Dans ce sens, ne sont-ils pas allés chercher un Gérard Latortue qui est arrivé de nulle part, lui qui coulait sa retraite en Floride? Il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, en remplacement de Jean-Bertrand Aristide. Il ne s'est jamais posé la question du coup d'État qu'a subi le seul président légitimement élu d'Haïti. Et notez ceci, les amis. Haïti est bien en Amérique. Pourtant, le premier voyage officiel de Gérard Latortue, ne l'oublions pas, il n'y a pas de hasard en politique, il n'y a que des ordonnancements. Le premier voyage officiel de Gérard Latortue a été effectué où? À Paris. J'oublierai jamais cela. Et vous pouvez retrouver les images sur YouTube. Il s'est tenu, n'est-ce pas, dans la cour des jardins de l'Élysée, accompagné, n'est-ce pas, du président Jacques Chirac, et il s'est excusé pour ce malentendu de son prédécesseur qui a osé demander, n'est-ce pas, le remboursement de la rançon de l'indépendance. Avez-vous entendu cela? Un premier ministre d'un pays qui s'excuse auprès d'un pays néocolonisateur, auprès d'un pays anciennement esclavagiste. Pour quelle raison s'excuse-t-il? Parce que son prédécesseur a osé demander la restitution de la rançon de la dette de l'indépendance. Bon Dieu! Il s'est excusé. Et effectivement, il s'est soumis aux néocolonialistes. Il nous a donné là encore des élections bidons, vous connaissez le reste. Donc la néocolonisation, c'est aussi renverser des gouvernements légitimes, les remplacer par des premiers ministres croupions, soumis, serviles, dociles à la volonté du nouveau maître. La néocolonisation, dans le cas d'Haïti, comme dans le cas des Africains, c'est l'assassinat des présidents. Le président Jovenel a été assassiné parce qu'il a osé se rendre en Turquie pour y rencontrer, n'est-ce pas, le numéro 2 de la Fédération de la Russie. Il a été assassiné parce qu'il a osé accréditer pour la première fois dans l'histoire de ce pays l'ambassadeur de la Fédération russe. On dit qu'il est allé trop loin, ce nègre-là. Il faut qu'on le tue afin que son exemple ne soit jamais suivi par d'autres.
Et si vous doutez de l'implication des Américains dans l'assassinat de Jovenel Moïse, vous retrouverez encore une fois sur YouTube une audience que Madame Pamela White, ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti pendant les premières années de Michel Martelly, justement, Madame Pamela White recommandait à la Commission des Affaires étrangères des États-Unis de mettre KO le président Jovenel afin de le remplacer par ce qu'elle appelle, elle, le PM option, c'est-à-dire l'option du Premier ministre. Et quelques semaines après, effectivement, le président Jovenel Moïse a été mis KO. C'est ça aussi la néocolonisation, l'assassinat des chefs d'État qui ne s'alignent pas sur la volonté du néocolonialiste. Vous pensez que c'est une blague? Quand on parle de néocolonisation, ces pays-là, n'est-ce pas, qu'on appelle les États-Unis, le Canada, n'est-ce pas, l'Angleterre, ils construisent leur richesse sur l'exploitation des petits pays. Et à chaque fois, regardez le profil socio-démographique de ce pays, regardez le profil socio-épidermique de ce pays, c'est toujours des pays noirs. Et là, en ce qui a trait à Haïti, ils y vont d'un véritable cocktail. Instabilité politique, instauration d'un régime de terreur par l'intrusion dans ce pays de plus de 600 000 armes de guerre en provenance des États-Unis. Le maintien au pouvoir d'un homme qui ne jouit d'aucune popularité, qui n'a aucune légitimité légale, aucune légitimité constitutionnelle. C'est avec lui qu'ils veulent organiser là encore des élections bidons. Sauf que la population haïtienne s'est opposée à cela jusque-là. Et là, ils se disent, étant donné qu'ils avaient un répit pendant la période du mondial, ils vont préparer un coup fumant après le mondial. Et vous notez que cette affaire d'accord entre Ariel et Maniga est survenue justement après le mondial, car après le mondial, la population allait se soulever pour le renversement d'Ariel. Moïse Jean-Charles avait annoncé que le mondial, sitôt terminé, ça allait être la mobilisation finale en vue du renversement d'Ariel Henry. C'est précisément au mois de janvier, en tout cas au mois de décembre, qu'on nous a annoncé cet accord de traîtres, par des traîtres, entre Mirland Maniga et Ariel Henry. Qu'est-ce que les États-Unis, le Canada et la France cherchent-ils à faire? Ils cherchent à octroyer à Ariel un vernis de légitimité. Lui qui n'a absolument aucune légitimité. Lui qui ne jouit d'aucune popularité. Qui de mieux que Mirland Maniga, professeur de droit constitutionnel, une personne du troisième âge qui jouit jusque-là, si vous voulez, d'une certaine réputation au sein de la population haïtienne. On va la chercher pour donner un vernis constitutionnel au mandat d'Ariel Henry. Sauf que là, ils sont embêtés parce que Mirland Maniga a dit oui. Mirland Maniga a signé l'accord, mais devant la pression, devant cette levée de bouclier généralisée de gens qui disent, écoutez, Mirland qui nous a fait ce coup, Mirland qui nous a planté ce couteau dans le dos, eh bien, Mirland a reculé. Désormais, Mirland a des exigences. Mirland dit, écoutez, la seule condition pour que je siège sur ce haut conseil de transition, c'est qu'Ariel parte. Elle a clairement dit, n'est-ce pas, à Madame Lalime qu'on ne pourra pas aller aux élections avec Ariel Henry. Ça veut dire qu'Ariel Henry doit démissionner. Ça, Madame Lalime ne l'avait pas prévu. Ariel Henry lui-même ne l'avait pas prévu. Ce coup bas, ou bien ce revirement de la situation en ce qui a trait à Mirland Maniga. Bon Dieu. Vous avez l'annonce d'un accord qui est fait dans le journal officiel du gouvernement, mais on ne peut pas annoncer les membres de ce Haut Conseil de transition parce que celle qu'on avait pressentie comme la présidente du dit Haut Conseil refuse désormais de siéger car elle impose ses conditions. On n'ira pas aux élections avec Ariel Henry. Il n'y a pas de hasard. Imaginez, au moment où Mirland Maniga refuse de siéger, ce qui prive la communauté internationale, en tout cas la communauté des nations malveillantes, d'un trophée, parce que
Mirland Maniga, c'était le trophée que Madame Lalim s'était offert. Mirland Maniga, c'était le trophée, c'est le lapin que Ariel Henry a sorti de son chapeau. On pensait qu'on l'avait eu, mais là, devant la levée de bouclier, Mirland s'est ressaisi et a dit non. Je ne siégerai pas avec Ariel, on n'ira pas aux élections avec Ariel. Je ne siégerai pas sur un haut conseil de transition qui n'a aucune prise sur Ariel. Et là, ils sont embêtés, les amis. Et n'oublions pas que depuis le mois de décembre, Moïse Jean-Charles annonce qu'il y aurait une remobilisation générale de la population contre Ariel Henry en vue de son renversement. Et il en a fait la démonstration, voilà quelques jours, dans la Grand'Anse. C'est des centaines de milliers de citoyens qui sont sortis dans la rue pour réclamer le départ d'Ariel Henry. Et soudainement, Biden annonce qu'il est prêt à laisser entrer sur son territoire sans visa aucun jusqu'à 30 000 ressortissants étrangers, cubains, vénézuéliens, nicaraguayens et haïtiens. Alors, les Haïtiens, ignorant qu'il y a Cuba, ignorant qu'il y a le Venezuela, ignorant qu'il y a, n'est-ce pas, Nicaragua, se sont dit « Ah, nous avons là une opportunité de laisser ce pays qui nous est hostile. Oublions la mobilisation contre Ariel. Allons tenter notre chance pour laisser ce pays. » Donc, vous notez qu'il n'y a pas de hasard. La néocolonisation revêt aussi la forme de la manipulation des esprits. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. La néocolonisation, chers amis, utilise la manipulation des esprits. La vérité, c'est que quand l'agent d'immigration américain va choisir entre des demandeurs cubains, entre des demandeurs vénézuéliens, entre des demandeurs nicaraguayens et des demandeurs haïtiens qui n'ont pas de grande éducation, des demandeurs haïtiens qui n'ont pas d'expérience de travail, des demandeurs haïtiens, lâchons le mot, qui n'ont pas la bonne couleur de peau, eh bien, Haïti va recevoir sa part congrue de ces 30 000 demandeurs de droit d'entrée sur le territoire américain sur une base humanitaire. C'est ça la réalité. Et ils le savent. Les Américains ne seront pas plus généreux en laissant entrer sur leur territoire des Haïtiens qui n'ont pas d'éducation, des Haïtiens qui n'ont pas d'expérience de travail, des Haïtiens qui n'ont pas l'expérience, si vous voulez, langagière américaine, qui ne parlent pas l'anglais. Ils vont prioriser les Cubains. Les médecins cubains sont très recherchés de par le monde. Un médecin cubain vaut cher et va sûrement contribuer, n'est-ce pas, à rehausser le système médical, n'est-ce pas, américain. Mais il fallait manipuler les esprits. Et vous notez que très peu de médias critiquent cette politique. J'ai lu dans les colonnes du journal Le Nouvellisme, mais notez que ça ne m'étonne pas, un éditorial pro-Biden de la part du directeur de ce journal, le Franck Duval. Bon Dieu! Je n'ai jamais lu de propos plus dithyrambiques en faveur de Biden. Bon Dieu! Ah, le président Biden veut une immigration ordonnée. Il va faire des faveurs aux Haïtiens. Mais bon Dieu! Ça, c'est la manipulation des esprits. Et vous allez voir, précisément parce que la plupart des Haïtiens vont chercher à laisser Haïti grâce à cette promesse de Biden, eh bien, lorsque viendra le moment pour se mobiliser pour renverser Ariel, ils vont avoir peur. Parce qu'ils vont se dire, en renversant Ariel, on va se frotter contre la volonté américaine et qui sait, notre position politique sera prise en compte par l'agent traitant américain. On ne va pas, n'est-ce pas, risquer de perdre notre droit d'entrer sur le territoire américain en tentant de renverser Ariel.
Donc si vous pensiez que les États-Unis, le Canada, la France vont nous lâcher, vous vous trompez, ils ne vont pas nous lâcher. Il y a de trop gros intérêts en Haïti. Il y a des ressources minières que nous, les Haïtiens, nous sous-estimons, mais dont ils ont les données. Mais si tout cela arrive, les amis, si les Américains arrivent si facilement à manipuler l'esprit des Haïtiens, si les Américains, par une simple annonce, ont obtenu, n'est-ce pas, un résultat si optimal, c'est aussi par la faute de la classe politique. L'État haïtien n'offre aucun service à sa population. Aucun. Aucun. Voilà pourquoi les gens sont prêts à vendre, n'est-ce pas, leurs poules, ils sont prêts à emprunter, ils sont prêts à hypothéquer, n'est-ce pas, leur maison, du moins ce qu'ils ont comme habitat, pour payer les frais du passeport, car le passeport coûte quelque chose. Ils ne se posent même pas la question, mais très raisonnable, à savoir, mais les États-Unis vont-ils pouvoir nous accueillir tous? Non, ils veulent prendre leur chance. Quand on voit cette marée humaine formée d'hommes et de femmes haïtiens qui prennent d'assaut les locaux de l'immigration haïtienne, j'ai eu honte. Et je me suis dit, est-ce que les dirigeants haïtiens vont enfin comprendre que lorsqu'ils se soumettent au diktat des Américains, ils n'aident pas leur population? Vous notez que toutes ces élections bidons, toutes ces manipulations, toutes ces nominations de dirigeants non élus, de dirigeants qui n'ont aucune légitimité, n'ont servi qu'à appauvrir la population haïtienne. Qu'est-ce que Michel Martelly se dit lorsqu'il voit cette marée humaine prendre d'assaut les locaux des services de l'immigration pour laisser Haïti? Qu'est-ce qu'il se dit, lui qui a volé les 6 milliards de dollars de Petro-Caribé? Qu'est-ce qu'un Laurent Lamotte se dit? Qu'est-ce qu'un Jocelyn Privert se dit? Et nommez-les encore, qu'est-ce que Joseph Lambert? Qu'est-ce que Yuri Latortue? Qu'est-ce que Gary Bodo? Tous ces salauds qui ont mangé l'argent du peuple, tous ces salauds qui se sont enrichis à même les maigres ressources du pays. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'un Édouard Bossan? Qu'est-ce qu'un Karl Brown? Tous ces salauds qui dirigent des institutions qu'on appelle banques, mais qui sont en réalité des plateformes de captation des maigres ressources du pays. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'un Bidjo se dit? Qu'est-ce qu'un Meuse se dit? Qu'est-ce qu'un Reynold Dib se dit? Les États-Unis promettent d'accueillir pendant 2 ans seulement, et sous certaines conditions, 30 000 ressortissants étrangers de 4 pays, et tous les Haïtiens se ruent vers les services d'immigration comme si les États-Unis allaient accueillir les 10 millions d'Haïtiens. Mais c'est honteux, les amis. Au moment où cette émission est diffusée, Montréal, où je vis, est bordé de neige. Donc, du point de vue de la température, ce n'est pas un pays hospitalier. Du point de vue du paysage, le Canada est loin d'être comparable, n'est-ce pas, à Haïti. Et pourtant, chaque Haïtien veut laisser Haïti. Pas parce que la température n'est pas hospitalière, pas parce que les paysages ne sont pas paradisiaques, mais c'est parce que l'État haïtien est un État corsaire, un État plantationnaire, un État qui n'est pas sans rappeler le système esclavagiste. La population ne s'est pas sentie bienvenue sur son propre territoire. Elle prend la fuite au premier prétexte. Le tremblement de terre n'a pas suffi pour nous réveiller. Est-ce que cette politique américaine, qui est au fait un coup de bluff, les amis,
Les États-Unis cherchent tout simplement à échapper à leurs responsabilités internationales, eux qui sont signataires de toutes les conventions, les obligeant à accueillir des demandeurs d'asile. Ils refusent de le faire. Alors là, ils trouvent un prétexte, c'est un coup de poker. Ils disent aux pays demandeurs, demandez l'asile de chez vous. Et après qu'on a étudié votre dossier pendant que vous êtes chez vous, nous déciderons le pouvoir discrétionnaire de l'agent si vous méritez l'asile. Mais c'est illégal. Mais c'est leur droit. Ils peuvent gérer leur immigration comme ils veulent. Quand est-ce que nous, les élites haïtiennes, nous allons nous ressaisir? Quand est-ce que les politiciens haïtiens vont se dire, écoutez, ce n'est pas normal que 9 Haïtiens sur 10 ne désirent que laisser Haïti à tout prix pour aller partout, partout ville. Ce n'est pas normal, ça, les amis. Les politiciens haïtiens, ce sont des gens qui veulent une passation de pouvoir. Et c'est en gros ce que je reproche, entre autres, à Montana. Je ne doute pas de la bonne foi des signataires de Montana. Mais regardez leur tactique pour parvenir au pouvoir. Nous allons construire un consensus. Nous allons devant la population pour l'informer de ce que nous sommes en train de faire. Mais nous allons surtout aller quémander l'accord des ambassades. L'accord de l'ambassade américaine, l'accord de l'ambassade canadienne, l'accord de l'ambassade française. Mais ce faisant, Montana est en train de reconnaître explicitement le droit des néocolonialistes d'imposer leurs dirigeants sur un pays qui ne leur appartient pas. C'est comme aller demander à mon voisin la permission sur la couleur de mes murs. Non, si ma maison m'appartient, je n'ai pas à demander l'autorisation des voisins pour savoir quelle devrait être la couleur de mes murs. Eh bien, c'est ce que font les gens de Montana. Ils écrivent un programme, un plan de transition qui n'en est pas un, remarquez, car je ne peux concevoir une transition sans le procès Petro-Caribé. Je ne peux concevoir une transition sans le procès, enfin, sans une commission pour enquêter sur ce qui s'est passé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Rien de cela n'est mentionné dans l'accord. On veut, si vous voulez, une petite passation de pouvoir, n'est-ce pas, où des gens désargentés, où des gens vont revenir au pouvoir. Mais Ariel a déjà vu ça. En 2004, Ariel faisait partie du Conseil des sages qui a comploté avec le Canada, les États-Unis et la France pour renverser Jean-Bertrand Aristide de manière à avoir le pouvoir. Regardez justement les signataires des gens de Montana, ils étaient pour la plupart dans le Conseil des sages, ou en tout cas, ils ont bénéficié du pouvoir au renversement de Jean-Bertrand Aristide. Alors ces mêmes gens-là disent à Ariel, mais partez, laissez-nous le pouvoir. Vous vous souvenez? Je vous avais mis en garde. C'est très facile d'écrire un accord, mais la question c'est qui ira pendre la cloche au chat? C'est facile pour mener Couleuvre l'école, mais c'est fait Couleuvre chita pour l'apprendre, non? C'est facile d'écrire un accord pour proposer à Ariel de partir de manière ordonnée. Donc ils sont allés demander au patron d'Ariel de leur laisser à eux la place d'Ariel. Mais vous êtes fous. Ariel est bon élève. Ariel vend son âme aux États-Unis, au Canada et à la France pour qu'ils restent au pouvoir. Il leur dit, je suis prêt à tout vous donner. Faites ce que vous voulez, mais gardez-moi au pouvoir. Alors les gens de Montana sont tout simplement désabusés parce que leur tactique n'était pas la bonne. Leur stratégie n'était pas la bonne. Parlant de stratégie, en Haïti, on accède au pouvoir de 3 façons. Parlons-en avant de terminer l'émission. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique,
Vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. La première façon qui est rarissime, donc le premier mode d'accession au pouvoir en Haïti qui est rarissime, c'est des élections honnêtes, crédibles. Ça ne s'est jamais produit sinon qu'en 90. Jamais. C'est toujours de fausses élections, quand ce ne sont pas des militaires qui placent leurs hommes au pouvoir, ce sont des Américains, quand ce ne sont pas des Américains, c'était des Français, quand ce n'était pas des Français, c'était des Allemands. Et aujourd'hui, c'est un complot de 3 pays mafieux, le Canada, la France, les États-Unis. Donc, d'élections crédibles, on n'en a eu qu'une fois. Donc, oublions cela. Il faut le souhaiter, il faut y aspirer, mais on n'y est pas encore. La deuxième façon, et c'est ce que Montana a tenté de faire, c'est une passation de pouvoir, comme Ariel. On a passé le pouvoir à Ariel par un tweet. On le maintient au pouvoir par un tweet. Et toute l'histoire de ce pays est une histoire de passation, petite passe courte. Entre, exemple, Michel Martelly et Jovenel, Josler me prit vert. Coup d'État parlementaire. Fine. La troisième façon, c'est de mobiliser une population ou une certaine partie de la population, on a vu ça pendant tout le 19e siècle, de marcher vers le siège du pouvoir et de faire comprendre à ceux qui occupent le pouvoir illégitimement qu'ils doivent partir. Et nous en sommes là, les amis. Nous en sommes là. Je pense que nous en sommes à ce moment où nous devons remobiliser la population, lui faire une offre crédible d'un gouvernement de transition véritable avec un mandat et une mandature claire. Et ce mandat doit inclure le procès Petro-Caribé. Ce mandat doit inclure une commission d'enquête sur l'assassinat, n'est-ce pas, du président Jovenel Moïse, sur l'assassinat du bâtonnier Montferrier, entre autres. Et cette offre-là doit aller chercher l'adhésion de la population. Je reprends. On mobilise la population pour renverser Ariel. On lui fait une offre d'un gouvernement crédible pour une transition véritable, avec un mandat et une mandature claire, et on marche sur Ariel pour le renverser. Vous notez que là, je ne suis pas en train de négocier avec le Canada, je m'en fous du Canada. Je ne suis pas en train de négocier avec les États-Unis, je m'en fous des États-Unis. Vous dites, ah oui, mais Ariel, il est protégé par des gens armés. Mais si le PHTK a pu se doter d'armes pour protéger le pouvoir d'Ariel, si vous voulez avoir le pouvoir, vous vous donnez les moyens de vos ambitions.
Et c'est pour ça que je dis, la plupart des politiciens haïtiens sont des lâches qui attendent une passation de pouvoir. Quand un politicien veut parvenir au pouvoir, eh bien, il se dit, est-ce qu'il y a une façon de le faire par une élection? En Haïti, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une façon de le faire, n'est-ce pas, sans trahir les intérêts de la population? C'est ce qu'on appelle une passation de pouvoir par les ambassades. Et alors, l'autre façon, c'est d'aller chercher l'adhésion de la population, de se donner les moyens de prendre le pouvoir et de marcher sur les lieux officiels du pouvoir. Ça s'appelle une révolution. Mais connaissez-vous beaucoup de politiciens haïtiens qui soient prêts à risquer leur vie? Et c'est dans ce sens-là que tout le 19e siècle haïtien est très instructif. Quand des gens voulaient renverser un gouvernement, ils prenaient les armes, ils prenaient la tête des opposants, ils marchaient sur Port-au-Prince et ils renversaient le gouvernement. Les politiciens aujourd'hui veulent avoir le pouvoir, mais pour y arriver, ils n'ont pas de couilles, ils ne sont pas courageux pour aller chercher l'adhésion de la population, ils n'ont aucun pouvoir de convocation pour mobiliser la population et ils ne sont pas courageux, ils sont des lâches, ils ne veulent pas se donner les moyens nécessaires pour renverser le gouvernement en place, alors ils sont condamnés à quémander une passation de pouvoir dans des ambassades du Canada, des États-Unis et de la France. Et lorsque ces pays-là refusent de leur donner le pouvoir, ils sont allés se plaindre du fait que le Canada, les États-Unis et la France ne sont pas de bonne foi. Que le Canada, les États-Unis et la France ne soient pas de bonne foi, ça c'est une vérité de la palisse, tout le monde le sait. Mais quand vous voulez prendre le pouvoir dans un pays à vocation souveraine, vous vous donnez les moyens. Ce qu'il faut faire, remobiliser la population. Ça ne va pas être facile. Avec ce coup de poker que Biden vient de nous faire, il faut remobiliser la population autour de l'idée de renverser Ariel. C'est une nécessité. Il faut faire une offre gouvernementale crédible à la population et obtenir son adhésion à cette offre-là. Et 3, il faut se donner les moyens de renverser Ariel. Quand je dis les moyens, y compris des armes. Oui, bien sûr, je suis pour une révolution. Je le dis clair, je le dis net. Nous sommes dans une situation de tyrannie. Le droit international me reconnaît le droit de renverser un tyran. Ariel ne dispose d'aucune légitimité constitutionnelle. Il ne jouit d'aucune popularité. Il est là parce que le Canada, les États-Unis et la France ont tweeté son nom. On s'en fout. Remobilisons la population haïtienne. Faisons-lui une offre gouvernementale crédible pour une transition sérieuse. Allons chercher son adhésion à cette offre gouvernementale et marchons sur Ariel pour le renverser. Donnons les moyens de le faire. J'espère vous avoir été utile. J'espère que la poussière va retomber. On est encore dans l'euphorie, on est encore dans l'illusion que les États-Unis sont une terre promise qui va accueillir les 10 millions d'Haïtiens. Mon objectif, c'est de vous dire la vérité. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas tenter votre chance. Je n'ai pas le droit de vous dire ça. Ce serait immoral de vous le dire, mais ce serait aussi immoral de ne pas vous dire que c'est un coup de bluff que Biden est en train de nous faire afin de vous démobiliser, afin de vous divertir de la nécessité de renverser Ariel. Quant à vous, dirigeants politiques ou aspirants dirigeants politiques, vous devez remobiliser la population autour de la nécessité de renverser Ariel. Vous devez lui faire une offre de gouvernement crédible en vue d'une transition sérieuse. Et vous devez, cette offre une fois faite, obtenir l'adhésion de la population et marcher sur la primature pour renverser Ariel. Des négociations avec l'international, on fera ça après. C'est notre pays. Si nous voulons ravoir, si nous voulons recouvrer le destin de notre pays, si nous voulons recouvrer, n'est-ce pas, nos droits politiques sur notre propre territoire, nous devons suivre ce plan de match. Remobilisons la population.
Faisons-lui une offre crédible d'un gouvernement de transition sérieuse. Obtenons son accord ou son adhésion à cette offre-là et marchons sur Ariel tout en nous donnant les moyens de le renverser. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Partageons l'émission, likons l'émission, abonnons-nous si ce n'est déjà fait et ne l'oublions pas, on peut vaincre une armée, comme le disait Toussaint Louverture, mais on ne pourra jamais vaincre un peuple en armes. Continuons de nous nourrir à même les sources de notre histoire. Continuons de puiser notre force dans la biographie, dans la vie, n'est-ce pas, de ce génie qu'est Toussaint Louverture. Ne perdons pas espoir de recouvrer un jour notre destin politique, de recouvrer un jour notre souveraineté. Il faut y travailler, car on ne nous fera pas cadeau, mais nous sommes invincibles, nous sommes indestructibles. Bonne semaine, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.